Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure que vous allez me recevoir et bienvenue à cette petite présentation ou conférence, disons, à propos de la diaspora africaine et les enjeux de 2050. On va essayer de discuter un peu des différentes opportunités qu'il y a à saisir aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, depuis l'après-corona, depuis un peu plus d'un an aujourd'hui, avec la crise et la guerre en Ukraine, le monde est en train de changer. Les cartes sont en train d'être redistribuées et on est en train d'aller incontestablement vers un monde multipolaire. Et euh, je pense qu'un monde multipolaire, c'est quelque chose de bénéfique pour l'Afrique. Et quand je dis monde multipolaire, il n'est pas question que nous, Africains, on aille se ranger dans un camp ou dans l'autre parmi ceux qui sont en train de bagarrer. Mais quelque part, il faudrait qu'on voit comment tirer bénéfice de tout ce qui se passe, hein, sans forcément être partie prenante. Qu'est-ce que signifie cela? Cela signifie que, bon, par le monde multipolaire, on est en train d'arriver à une situation où on aura un peu plus de liberté de coopérer avec qui on veut. Parce que le monde multipolaire, ça signifie qu'on a une sorte d'équilibre des forces, ce qui fait que, on aura plus de, on sera en mesure de coopérer avec qui on veut sans avoir des, des répressions de la part des uns ou des autres. Et nos gouvernements peut-être ne perçoivent pas encore les enjeux de ces changements, ou bien ils perçoivent, ils n'ont pas les moyens, ou peut-être la volonté de tirer la couverture de notre côté. C'est important que nous, Africains, particulièrement ceux de la diaspora, qui sont beaucoup plus libres et indépendants, qui ont des fortes expériences, formations et capacités financières, c'est important que c'est important de prendre leurs responsabilités et d'agir pour le continent afin que, en attendant que les États prennent le relais, que les individualités ou les groupes de personnes aient déjà fait les premiers pas. Et vous avez peut-être remarqué que depuis un bon bout de temps, surtout quand on était encore bon, c'est pas que la guerre en Ukraine est déjà finie, mais il y a de cela plusieurs mois, lorsque on a eu une flambée des prix un peu partout, on est arrivé à des situations où, dans tous nos pays africains, il suffisait d'être un acteur local déjà implanté pour pouvoir voir son activité prendre de l'ampleur. Donc, la guerre n'est pas encore finie et même indépendamment de la guerre, qu'elle finisse ou pas, c'est intéressant, c'est important que les Africains essaient de se prendre un peu en charge eux-mêmes. Donc, au-delà de la guerre en Ukraine, on a d'autres avènements qui arrivent, c'est-à-dire les enjeux de 2050 justement. C'est un peu de ça qu'on va discuter aujourd'hui et voir quels sont les moyens par lesquels on peut vraiment tirer profit en tant qu'Africain de tous les phénomènes ou bien de tous les événements qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, c'est un peu ça l'objet de cette petite conférence de quelques temps. On va donc commencer avec ma petite présentation. Donc, il est question, comme vous pouvez bien le lire, de la diaspora africaine et les enjeux de 2050. Quelles sont les opportunités à saisir dès aujourd'hui? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, un peu à propos du contenu, on aura d'abord une petite introduction pour vous présenter un peu le sujet de quoi il sera question. On va parler de la diaspora africaine, proprement dite, et du dilemme de la diaspora africaine. Et ce dilemme réside beaucoup plus sur la question qui se pose de rentrer ou pas, rentrer, entreprendre localement ou investir à distance, ou bien ne pas rentrer du tout. Donc, c'est beaucoup de questions qui se posent du côté de la diaspora africaine. On va aussi parler donc de ces enjeux de 2050, des opportunités à saisir, et on pourra voir enfin comment la diaspora pourra tirer
sa part de gâteau, comment elle pourra donc s'engager en fonction de leur situation de diaspora et de ces enjeux de 2050, comment donc se lancer ou bien comment faire pour bénéficier de tout ce qui va se passer sur le continent dans les prochaines années et qui a même déjà commencé aujourd'hui. Donc, on va commencer un peu d'abord par parler de l'immigration et de diaspora, hein, de façon générale. Donc, l'immigration, c'est, disons, l'entrée dans un pays ou dans une géographie donnée de personnes étrangères. Donc, et ces personnes viennent pour s'installer, c'est-à-dire pour un long séjour, bien pour s'installer définitivement ou pas. Et l'immigration, c'est quelque chose aussi vieux que le monde, qui s'est passé un peu dans tous les continents, dans tous les peuples, par tous les peuples. Et les raisons sont généralement professionnelles, c'est-à-dire aller pour une activité d'emploi ou bien une activité entrepreneuriale dans des pays ou bien dans des continents ou bien dans des zones géographiques étrangères. Les raisons peuvent être politiques. Donc, bon, lorsqu'on est pour chasser politiquement, on prend l'exil, on va ailleurs. Les conditions peuvent être sécuritaires aussi, à cause peut-être des guerres. Les questions peuvent aussi être économiques. Ouais, économiques, c'est-à-dire c'est un peu lié aux activités professionnelles, donc aller chercher le travail ailleurs, aller découvrir, aller saisir de nouvelles opportunités. Mais elles peuvent aussi être personnelles. Personnel, ça signifie, par exemple, bon, il y a des gens qui aiment, qui ont le goût de l'aventure, qui ont des besoins de changer d'air et autres. Ce sont des raisons personnelles, ce qui le font, qui peut les pousser à immigrer. Conjoint peut être aussi familial, regroupement familial et autres. Donc, c'est un peu ça les raisons qui peuvent pousser à l'immigration. L'immigration n'est pas uniquement à but professionnel ou bien à cause des guerres ou autres. Il y a vraiment des raisons variées et qui concernent tous les peuples de la Terre, hein, car tous les peuples de la Terre aussi pratiquent l'immigration. Donc, la diaspora donc, désigne l'ensemble des personnes ou bien des membres d'une communauté qui a pu à immigrer et qui est dispersé dans plusieurs pays. Bon, maintenant, lorsqu'on parle d'immigration africaine, on peut voir cela dans deux contextes. On peut voir peut-être des Africains qui sont sortis de leur pays ou bien qui sont sortis de leur continent. Parce que si par exemple un Ghanéen va vivre euh, au Sénégal, c'est une immigration. Donc, si maintenant des Sénégalais et des Ghanéens et autres vont vivre en Amérique, en Europe, c'est toujours une immigration, mais dans ce sens-là, on va parler d'une immigration africaine ou bien extra-continentale, disons comme ça. Donc, c'est un peu ça, la diaspora. Et là, maintenant, on va essayer de voir un peu l'immigration dans le monde. C'est-à-dire, on va essayer de voir quelques pays que j'ai tirés comme ça sur le volet et de voir un peu, parce que parfois, quand on parle d'immigration, on a parfois l'impression que ça concerne uniquement certains peuples, mais lorsqu'on regarde dans les détails, on va être un peu surpris. Par exemple, là, euh, ce sont les données de 1 à 2 ans. Là, j'ai des sources multiples, mais je ne veux pas afficher toutes les sources parce que c'est une dizaine de sources différentes, hein. Donc, là, par exemple, ces 2, 3 dernières années, on a une immigration française d'à peu près 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, qui vivent hors de leur pays. Et si on compare avec la population totale, ça fait à peu près 5% de la population française donc, qui vit hors de la France. C'est presque pareil avec l'Allemagne. On a à peu près 3,8 millions d'Allemands qui vivent hors du territoire allemand, hors de l'Allemagne, donc 4%. Les Anglais, c'est un peu plus, c'est 5,5 millions d'Anglais hors de l'Angleterre, donc à peu près 10% de la population. Les Américains, ils sont 8 millions, mais ça représente uniquement 2% de la population américaine. Nigérians, 17 millions. Bon, c'est vrai que les Nigérians sont à près de 200 millions et plus. Donc, 17 millions, donc à peu près 8% de la population est donc à l'extérieur du Nigeria. Les pays comme le Cameroun, on a 5 millions environ de Camerounais qui vivent hors du Cameroun, donc une bonne partie au Nigeria et d'autres aussi hors du continent. Ça fait à peu près 17% de la population. Et j'ai encore pris 2, 3 pays, dont
le Congo-Kinshasa, avec 15 millions 15 millions de Congolais hors du territoire, soit 14% de la population. Les Ivoiriens, 2 millions, soit 7%. Et les Chinois, 40 millions, soit 3% de la population. N'oublions pas que les Chinois, c'est à peu près 1,4 milliard d'habitants, donc 40 millions, bon, ça paraît beaucoup, mais relativement, ça fait uniquement 3% de la population. Donc, on remarque donc que vraiment l'immigration, c'est une affaire qui touche tous les pays pour plusieurs raisons différentes, comme ce qu'on a vu un peu plus haut là, avec les raisons qui peuvent pousser à l'immigration. Donc, tout le monde peut être appelé à être un immigré pour ces raisons-là. Et presque tous les pays donc, ont une diaspora. Alors, lorsqu'on parle maintenant de la diaspora africaine, c'est parce que c'est important pour nous de voir l'Afrique un peu comme, pas forcément comme un continent avec une multitude de pays, mais comme un seul peuple, disons comme ça, ou bien plusieurs peuples, mais disons comme un peuple. C'est important qu'on se voit comme ça, parce que les enjeux à venir nous montrent que, ou bien passés, nous montrent que c'est important qu'on essaie de ressouder les liens entre nous pour faire face à la compétition mondiale. Parce que les autres groupes, les autres pays se mettent en bloc, en groupe, pour attaquer la compétition mondiale. On doit on doit faire pareil pour pouvoir résister et tirer la couverture aussi de notre côté et non aller en simple petit pays et se faire bouffer directement. C'est pour ça donc que quand je parle de l'Afrique ou bien du pays, je parle en fait de tout le continent. Donc c'est important aussi que nous, Africains, on essaie un peu de voir l'Afrique comme, comme le chez nous, comme le chez nous. Et non si peut-être on est Sénégalais, peut-être qui vit en Angleterre ou aux États-Unis et qui veut se lancer dans un projet, il va penser uniquement au Sénégal. Non, c'est important qu'on pense, qu'on essaie d'effacer un peu ces barrières, ces frontières et qu'on voit l'Afrique comme un tout où on a la possibilité d'aller partout où on veut, où on trouve une bonne opportunité. Donc, c'est un peu ça, de ça qui sera aussi question dans cette petite présentation. Donc maintenant, pour ce qui concerne la diaspora africaine, c'est encore très, il y a encore beaucoup de particularités dans ce qui concerne la diaspora africaine. Parce qu'elle est constituée de deux groupes, si on peut le dire ainsi. Il y a la diaspora africaine par déportation pendant la période d'esclavage et autres, donc ceux qui ont été déportés dans les Amériques, disons comme ça, qui font partie de la diaspora africaine et leurs descendants aussi. Et on a aussi la diaspora qui a immigré d'elle-même depuis plusieurs années aussi. Donc, c'est pourquoi parfois ça peut être un peu compliqué de parler de diaspora africaine parce qu'on a plusieurs composantes pour des raisons totalement différentes. Mais à un moment donné aussi, c'est important aussi qu'on essaie de recoller tous les morceaux et de, de faire un avec toute la population africaine et afro-descendante. Hein. Puisqu'on a à peu près les mêmes défis à relever, que ce soit sur le continent ou bien de l'autre côté du marigot, de l'océan. Donc là, on a un peu les... Ce tableau-ci, en fait, c'est la diaspora, c'est le nombre d'Africains et Afro-descendants, disons comme ça, dans le monde. Et on voit que la majeure partie est aux États-Unis, avec près de 39 millions de, d'Africains et Afro-descendants, c'est-à-dire Noirs américains et puis Africains et tout ça mélangé. Après, on a le Brésil avec 15 millions d'Afro-descendants. Je pense que ceci, ça concerne beaucoup plus, en fait, que les afro-descendants, ici, dans ce cas précis. Parce que je n'ai pas des statistiques qui montrent uniquement l'immigration africaine. Mais là, c'est un peu, ça concerne un peu, c'est un peu de tout. Tout est mélangé là, dans ces statistiques, dans ce tableau-ci. Après, on a Haïti avec 9 millions, on a la France avec 3 millions, la Colombie avec jusqu'à 5 millions. Ça, c'est quelque chose que, une petite surprise. Angleterre, bon, Royaume-Uni avec 3 millions. Quel autre pays? Canada avec 1 million seulement. Bon, 1 million sur 35 millions d'habitants. Bon, ok. Espagne avec plus d'1 million d'habitants. Plus d'1 million d'afro, bon,
d'Africains et Afro-descendants. L'Allemagne, 500 000, la Russie, 150 000. Donc, on voit un peu ici la répartition un peu dans le monde de la diaspora africaine. Euh, ouais, donc, bien entendu, une bonne partie aux États-Unis et au Brésil, qui étaient les principaux pôles de déportation, avec Haïti. Donc, la France, c'est beaucoup plus l'immigration et non forcément les déportations. Pareil pour l'Angleterre et tous ces autres pays. Donc, c'est un peu ça la représentation de la diaspora africaine de manière générale, africaine et africain et afro-descendants dans le monde. Je n'ai pas eu une statistique qui montre uniquement ceux qui sont partis de l'Afrique ces 20, 50 ou bien 100 dernières années. Donc là, maintenant, on va essayer maintenant de comprendre maintenant quel est le dilemme de cette diaspora africaine. Et bon, là, je parle particulièrement de la diaspora qui a immigré, hein, pas des déportations, parce que euh, on a deux paradigmes totalement différents. Il y a aussi certains qui ne se voient pas africains. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais là, je parle particulièrement ici. Quand je parle de ce dilemme, je parle particulièrement de ceux qui sont de la diaspora qui a immigré pour plusieurs raisons et qui, après un certain temps, bon, qui a immigré depuis un certain temps, depuis quelques années, et aussi peut-être leurs descendants n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, parfois, parfois, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les parents ou bien que ceux qui ont immigré eux-mêmes. Donc, c'est important qu'on essaie donc de voir les caractéristiques de ces diasporas africaines immigrantes. Donc, à partir de maintenant, quand je vais parler vraiment, je parle beaucoup plus de ceux qui ont immigré, pas de ceux qui ont été déportés. Donc, là, une grande partie quand même, hein, une majorité de la diaspora africaine qui se retrouve beaucoup plus en Occident, disons comme ça, ils sont partis pour des études. Donc, ils sont partis en tant qu'étudiants et ils ont fait leurs études, ils ont pu trouver du travail plus tard, ils se sont installés donc durablement, pour beaucoup d'entre eux, dans les pays où ils sont allés étudier. On a aussi une bonne partie qui sont allés en tant que réfugiés ou bien exilés ou bien pour plusieurs autres raisons, qui ont été peut-être au départ sans papier. Plus tard, ils ont régularisé leur situation, ils ont eu des travaux et puis de nos jours, ils mènent une vie normale, intégrée plus ou moins dans les pays où ils sont. On a aussi une bonne partie que ce sont des regroupements familiaux. Quand on dit regroupement familial, ça veut dire que un homme fait venir sa femme et peut-être enfant, ou bien une femme fait venir son mari et enfant et autres, c'est un peu ça. Voilà un peu les trois grandes catégories, les trois grands pôles, ou bien les trois grands euh, groupes d'immigrés, particulièrement dans les pays occidentaux, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord. Et de manière générale, euh, après une dizaine d'années sur le territoire, sur le sol, généralement, hein, ils ont vraiment tous une situation professionnelle plus ou moins stable. Une bonne partie a fondé une famille, ils ont des enfants. Et la particularité de la diaspora africaine par rapport aux autres diasporas, c'est que les Africains ont tendance à avoir un attachement plus élevé à leur pays que les autres diasporas. Je ne dis pas que l'attachement est le plus élevé, mais de façon générale, par rapport, par exemple, aux diasporas européennes ou bien américaines, ou bien peut-être encore, je ne sais pas, peut-être bon, peut-être d'Amérique latine et autres, là, je ne maîtrise pas trop bien, mais au moins par rapport aux diasporas européennes et américaines du Nord, Amérique du Nord, dont la diaspora africaine a tendance à être un peu plus attachée, ce qui est une bonne chose, hein. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est que la naissance du dilemme, donc, c'est justement à cause de cet attachement naturel au continent et avec les changements qui s'opèrent dans le monde, de plus en plus d'opportunités économiques, de business et autres grandissantes sur le continent, en Afrique. On observe aussi la ruée des autres pays vers l'Afrique qui partent exploiter au maximum les matières premières et les ressources qu'ils peuvent avoir là-bas. Et une chose aussi qu'on observe quand même, c'est qu'on a une classe moyenne de plus en plus grandissante en Afrique. Pas forcément dans tous les pays simultanément, mais de façon générale, on a une petite augmentation dans certains pays. Mais dans d'autres pays, on a une augmentation nette de la classe moyenne. Donc,
Étant en diaspora et en voyant que l'herbe commence à devenir verte sur le continent, certains vivent des discriminations à l'étranger avec les crises sociopolitiques et économiques comme la crise par exemple, ou bien sanitaire, Corona, qui a eu un impact sur l'économie de plusieurs pays occidentaux, ou bien la guerre, par exemple en Ukraine, qui crée des tensions entre plusieurs pays occidentaux, ou bien plusieurs pays étrangers entre eux. Et vous savez que généralement, dans les pays occidentaux particulièrement, lorsqu'il y a des crises économiques, le racisme augmente. Donc, lorsque les poches se vident, euh, on trouve facilement que, bref, les tensions montent et puis c'est facile de se défouler sur les étrangers, particulièrement ceux qui sont visibles donc, à travers la peau. Et on a aussi plusieurs quand même de la diaspora qui ont des soucis avec l'éducation de leurs enfants parce qu'ils vivent dans un monde un peu bizarre où les valeurs sont en train de changer pour devenir un peu du n'importe quoi. Et beaucoup aussi ne s'imaginent pas ou bien ne voient pas d'un bon œil que les enfants seront totalement éduqués dans un contexte ce qu'ils ont là-bas en diaspora. Et ils pensent donc qu'en Afrique, avec un peu de moins ou bien avec un certain cadre financier, on pourrait avoir une meilleure qualité de vie qu'en diaspora, surtout pour la famille de façon générale. Et c'est donc comme ça que le dilemme commence. Et le dilemme, c'est la question, que faire? Rentrer ou bien rester? Quand je dis rentrer, ce n'est pas forcément dans le pays d'origine, mais peut-être dans d'autres pays, puisqu'il y a des pays quand même aujourd'hui qui sont des pays un peu phares du retour des Africains de la diaspora dans ces pays qui ne sont pas forcément les pays d'origine. Par exemple, il y a eu le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Kenya, il y a en fait plusieurs pays qui sont en train vraiment qui sont en essor économique quand même, hein, qui sont en essor économique, et qui parmi eux, par exemple le Rwanda aussi, qui ouvre des portes et met des programmes spéciaux de retour de la diaspora africaine. Et c'est des choses qui sont encouragées. Donc, avec tous les points qu'on a en face là de nous, plusieurs personnes commencent à se poser là la question, que faire? Rentrer ou pas? Où rentrer? Que faire lorsqu'on rentre? C'est comme ça donc qu'on est le dilemme. Hmm. Comme ça qu'on est le dilemme. Et au vu donc de ces éléments, et pour de leur formation, puisque bon, généralement, quand on parle de formation, c'est pas forcément une formation universitaire, ça peut même être une formation à un métier autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit ceux qui sont allés en tant qu'étudiants, ceux qui sont allés en tant que réfugiés ou bien regroupement familial et autres, après une dizaine d'années, de façon générale, hein, ils finissent par faire une formation ou bien par être formés, par apprendre un métier, soit dans les centres de formation, dans les centres universitaires ou bien sur le tas. Mais sinon, après une dizaine, une quinzaine d'années, ils finissent par avoir une certaine qualification importante, aussi bien pour les pays où ils sont que pour l'Afrique. Donc, fort donc de leur formation, de leur expérience professionnelle et de leur situation financière plus ou moins stable, euh, certains se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer ou pas? Comme je disais tout à l'heure, s'il faut investir, dans quoi investir, rentrer, le faire à distance ou bien aller sur place le faire. Donc, c'est un peu ça le dilemme qui crée un remue, c'est un peu ça le dilemme qui préoccupe de façon générale beaucoup de personnes de la diaspora africaine, particulièrement en Occident. Et la réalité, c'est que c'est à chacun de trouver une solution à ces questions. Et ce sont des questions qui peuvent être perturbantes et où il est intéressant de bien se préparer, de prendre sa décision et de rester derrière sa décision, donc là, suivre jusqu'au bout. C'est un peu ça le dilemme qui frappe, on peut dire vraiment de façon générale, beaucoup. Je ne peux pas donner des chiffres en pourcentage parce que je n'ai pas fait une étude, mais ça frappe beaucoup de personnes de la diaspora africaine. Donc maintenant, au vu donc de ce dilemme-là, on va essayer de parler des enjeux de 2050 et des opportunités à saisir. Et peut-être en présentant cela,
ça pourrait donner certainement des éléments de réponse à toutes ces diasporas qui se posent des questions. Ça pourra certainement leur ouvrir un peu, leur présenter un peu les réalités du terrain, leur faire comprendre un peu mieux l'environnement africain aujourd'hui et pourquoi pas les opportunités qu'il y aura à saisir, pourquoi pas ne pas se lancer dessus. Donc, comme nous le savons tous, bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais lire toutes vos questions et les répondre. J'ai oublié de dire ça depuis, mais posez toutes vos questions, je vais les répondre tout à l'heure. Donc, bon, je ne lis pas pendant la présentation parce que ça va un peu me distraire, mais sinon, toutes vos questions, je vais les répondre tout à l'heure. Donc, comme on le sait tous, la population africaine est en nette augmentation et des statistiques disent qu'en 2050, il y aura doublement. Bon, ça, ce n'est pas des statistiques d'aujourd'hui en 2023, mais c'est des statistiques depuis au moins une dizaine d'années qui disaient que la population devait doubler. Ça veut dire que la population d'il y a 10 ans va doubler aux alentours de 2050. En fait, ça va doubler pour atteindre, bon, certains statistiques parlent de 2,2, d'autres parlent de 2,5 milliards d'habitants en Afrique, donc disons 2,5 milliards d'habitants. Et on aura à peu près 8 milliards d'habitants, un peu plus de 8 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Ça fait qu'à peu près un bon quart de la population mondiale sera africaine. Et en Afrique, on voit bien là sur l'image qu'on aura à peu près une moyenne d'âge, un âge médian de 26 ans. Âge médian, ça signifie que 50% ont moins de 26 ans, 50% ont plus de 26 ans. Ce n'est pas la moyenne, mais c'est l'âge médian. Donc, on voit donc qu'on a une population jeune et on a le PIB par habitant en Afrique qui va passer bon, de 2010 à 2650 $ à environ 8800 $ dans les années 2050. Donc, vous voyez qu'on a multiplié par 3 au moins. Donc, lorsque le PIB augmente, ça signifie que l'activité économique augmente. Ça veut dire que la classe moyenne donc, est en augmentation sur le continent. Donc, si la classe moyenne est en augmentation sur le continent et on a un âge médian relativement bas, donc une population très jeune, et un quart de la population, ça signifie automatiquement que avant les années 2050, l'Afrique sera un terrain de guerre économique où tous les pays vont se verser comme un prédateur sur une proie. Pourquoi? Parce que toute cette population jeune, avec ses opportunités financières, ses opportunités économiques et ses opportunités d'emploi qui vont se créer, alors ces populations auront des besoins. Ce sera donc une guerre économique entre les grandes puissances, certainement, mais nous, Africains aussi, c'est pour ça qu'on parle des opportunités à saisir maintenant, parce que en attendant 2050, c'est le moment de se lancer pour que lorsque la guerre va battre son plein, qu'on soit suffisamment implanté, suffisamment armé, suffisamment bien installé chez nous, afin de pouvoir quand même résister et tirer notre part de gâteau parmi tout ce qui va être sur la place du marché ou bien sur la table du buffet dans ces années 2050. Quand on dit 2050, ça ne signifie pas que c'est exactement en 2050 que la guerre économique va commencer, mais au moins c'est 10 ou 15 années en avant, les pions vont déjà se jeter et c'est là que ça va commencer. Or, 10 à 15 années en avant, c'est quand? C'est 2035. Donc, dans une dizaine d'années, les choses vont déjà vraiment commencer à chauffer, disons, sur le continent. Donc, or, pour une entreprise, avant qu'une entreprise soit bien implantée, bien enracinée dans le sol, ça prend une dizaine d'années. Donc, c'est pour ça que se lancer maintenant, pour qu'à l'horizon 2030-2035, les entreprises soient bien enracinées et soient donc à mesure de compétir avec toutes ces entreprises multinationales et autres étrangers qui vont venir s'installer. C'est pourquoi c'est le moment donc de se lancer pour déjà prendre ses repères, maîtriser le terrain, maîtriser euh, la clientèle, disons comme ça, de sorte que plus tard, lorsque ça va battre son plein, que nous ne soyons pas juste des observateurs, quoi. Donc là, maintenant, on va essayer un peu de voir quels sont les domaines dans lesquels il faudra absolument être présent. Et on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. On va parler des besoins primaires de l'homme. On a le logement, le simple logement, donc où dormir, comment se loger. C'est important, même actuellement de nos jours, dans presque tous les pays africains, il y a des insuffisances
en termes de logement. Quand je dis insuffisant, ça veut dire euh, que ce soit en termes de quantité ou bien de qualité, on a des grands besoins en termes de logement. Ça veut dire que même aujourd'hui déjà, si, bon, de façon individuelle ou bien collective, si on se lance sur le volet logement, on va déjà résoudre beaucoup de problèmes et on va déjà commencer à comprendre le marché pour pouvoir, pourquoi pas s'améliorer et puis évoluer et s'agrandir avec le temps. Donc, au niveau du logement, c'est un besoin primaire, c'est un besoin donc qui sera forcément très demandé, qu'il est déjà aujourd'hui. Mais imaginez-vous que dans votre pays, vous qui m'écoutez, imaginez-vous que dans votre pays, vous savez déjà qu'il y a une crise de logement. Imaginez-vous que la population double. Ça va se passer comment? Ce n'est pas le jour que c'est bon. Quand on dit que la population va doubler, ça ne signifie pas que à un moment donné, pap, on appuie un bouton et puis ça a doublé. Non, ça augmente progressivement. Ça veut dire que les problèmes qu'il y a déjà aujourd'hui vont aller grandissant, grandissant, grandissant. Et à un moment donné, on va se rendre compte que la population a déjà doublé. Et les problèmes, s'ils n'ont pas été résolus, bien, si on n'a pas pris des mesures correctives déjà, alors le problème va être de plus en plus persistant. Ici, ce n'est pas nous, Africains, que nous lançons pour résoudre ce problème. Et n'oubliez pas que résoudre un problème signifie gagner des opportunités à travers la résolution de ces problèmes. Alors, ce sont des étrangers qui viendront donc chez nous, nous damer le pion. Un autre domaine dans lequel le besoin sera forcément là, comme j'ai dit, ce sont les besoins primaires, l'habillement. Et aujourd'hui, plusieurs pays sont en train de se lancer intensément dans l'industrie textile, dans l'industrie habillement. À l'exemple, sur le continent, je parle, à l'exemple du Bénin, du Ghana et aussi le Rwanda qui a eu, il y a quelques années, des problèmes avec les États-Unis parce que le gouvernement du Rwanda a décidé de stopper l'importation des vêtements de seconde main, les habits de seconde main déjà utilisés ou autres. Ils avaient refusé cela. Et vous voyez qu'un grand pays comme les États-Unis, ils ont eu des frottements avec le Rwanda juste à cause des habits de seconde main qu'on a refusé d'importer. Donc, imaginez-vous, j'ai déjà eu aussi à suivre le Canada et les États-Unis, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Ils avaient aussi eu bon, quand j'ai des problèmes, c'est des frottements entre eux à cause du quota de l'importation de poulet entre ces pays. Je pense que c'est le Canada qui avait réduit le quota d'importation de poulet et ça crée des frictions entre eux. Donc, vous voyez, un grand pays comme les États-Unis, à cause du poulet, à cause des habits de seconde main, ils entrent en conflit, disons, avec d'autres pays. C'est pour vous dire que des choses qui peuvent paraître banales, les grands pays industrialisés, super industrialisés comme les États-Unis, eux, ils sont prêts à entrer en conflit avec d'autres, rien qu'à cause des habits de seconde main ou bien des morceaux de poulet qu'on fait des importations. Or, combien de fois nos pays, or malheureusement, c'est des choses qu'on néglige totalement. Donc, se lancer dans le secteur de l'industrie habillement sera aussi quelque chose de très porteur, pas forcément pour faire des habits euh, européanisés, mais ça peut être aussi fait avec des, des motifs ou bien des tissus africains. Ça ne signifie pas que tout le monde va porter maintenant uniquement des pains africains ou autres, mais ça peut être, il y a beaucoup de créations qui se font un peu partout, qu'on voit sur les réseaux sociaux, des choses qui sont justement à encourager. Ça peut être donc développé et pourquoi pas exporté. J'ai par exemple vu des vidéos au Bénin, justement, oui, au Bénin, où ils fabriquent déjà des habits comme ce qu'on voit en image là, pour aller les commercialiser donc à l'étranger. C'est bien carré, des choses exactement ceci. J'ai vu des vidéos où ils font cela pour exporter en Occident pour la commercialisation. Un autre domaine aussi qui sera très porteur avec la population qui augmente, le pouvoir d'achat et autres, ce sera les articles ménagers. De nos jours aussi, c'est des choses qui sont aussi de plus en plus demandées par un peu tout le monde. Ce n'est plus un produit de luxe, c'est vraiment tout le monde qui essaie maintenant d'avoir des micro-ondes, des cocottes minutes, des outils de travail et autres. Bref, le matériel, les articles ménagers, de plus en plus, le besoin va être important. Bon, maintenant, c'est vrai que se lancer dans ce volet, c'est pas comment dire, le degré de complexité. C'est pas que c'est impossible, mais le degré de complexité est plus bas, est plus élevé que se lancer dans l'industrie d'habillement ou bien peut-être dans l'industrie du bâtiment. Là, ça demande
certaines technologies, mais qui sont aussi agréables, surtout que une bonne partie de la diaspora africaine en Occident est dans les métiers de pointe et autres, donc c'est faisable, mais peut-être pas par tout le monde, mais c'est quand même bien faisable. Donc c'est aussi un volet où le besoin va être grandissant dans les prochaines années. Maintenant, l'autre volet où le besoin sera aussi très énorme, c'est bien entendu le volet de l'alimentation. Le volet de l'alimentation, le besoin sera énorme là-dedans. Là, en vidéo, c'est un de mes produits que j'ai mis sur pied depuis plusieurs années. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur la vidéo. Donc, le volet alimentaire, bien sûr, c'est l'élément numéro un, en fait, lorsqu'on regarde les besoins primaires, les besoins primaires pour la vie sur Terre, l'alimentation. Et si vous faites une expérience virtuelle, si vous peut-être vous partez dans presque tous nos pays d'Afrique subsaharienne, disons comme ça, et vous allez dans les supermarchés, vous allez vous rendre compte que 90, 95, 90% des produits commercialisés là-bas sont de l'export, sont importés, sont produits à l'extérieur du continent. Et pourtant, c'est vraiment des choses qui sont simples à faire. C'est pas sorcier. Ça demande juste d'avoir une bonne connaissance des processus et de se lancer. Or, si aujourd'hui, l'Afrique a 64% des terres arables, l'Afrique où on dit dans plusieurs pays que 60% de la population est occupée, est employée ou bien travaille dans le volet agricole, pourquoi donc dans ces supermarchés, on ne retrouve pas beaucoup de produits, disons des produits africains ou bien des produits fabriqués par des Africains? Ça veut dire qu'il y a un maillon manquant à cette chaîne. Vous allez remarquer aussi que de plus en plus, dans beaucoup de nos pays africains, depuis 5 ou 10 ans par là, on a un nombre de supermarchés élevé qui est en train, donc on a un nombre de plus en plus grand de supermarchés qui sont en train d'être créés ou bien implantés dans nos grandes villes en Afrique. Et très souvent aussi, ce sont des étrangers qui viennent les faire. Bon, certains ont des politiques pour les produits fabriqués localement, mais comme j'ai dit, on tourne autour de 2, 3, 4, 5% de ces produits faits localement dans ces supermarchés. Pourtant, on a la possibilité, vraiment, tout type de produit, je ne vois pas, c'est vrai que là, sur les images, je ne vois pas très bien, mais vraiment, tout type de produit qui y a dans ces supermarchés-là, on peut les faire chez nous sur le continent. Pourquoi? Parce que tout type de matières premières agricoles, on les a sur le continent. Donc, c'est important que, et ça, c'est le domaine le plus simple. Parmi tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le bâtiment, l'industrie textile, l'industrie des appareils électroménagers et l'industrie de l'alimentation. Ça, c'est le volet le plus simple qui demande pas le plus, le plus simple, en termes de complexité, c'est le plus simple, en termes d'investissement, c'est le plus simple, et en termes de facilité de gagner le marché, c'est aussi le plus simple. Donc, c'est vraiment important que nous, Africains, au moins au niveau de l'alimentation de notre population, on se lance là-dessus massivement pour offrir des aliments sains à nos populations, surtout que ces produits même importés qu'on retrouve un peu partout dans nos supermarchés là, c'est impossible de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles ça a été produit. C'est impossible de savoir est-ce que ce sont les produits de première main ou bien les produits de seconde qualité ou bien de troisième ou bien de quatrième et autres. Donc, rien ne nous dit que ces produits sont vraiment de qualité. Et même si c'était de qualité, pourquoi ne pas les faire chez nous, sur le continent? Surtout que lorsqu'on transforme des produits agricoles, ça veut dire que on crée de l'activité économique aussi bien pour les agriculteurs que pour euh, les, les sociétés qui vont transformer dans ces produits afin d'offrir aussi, même pour enfin, surtout le circuit, depuis le circuit primaire, c'est depuis le volet agricole, la transformation, la commercialisation, c'est l'argent qui circule en fait entre nous et entre nous. Hein, surtout que transformer, c'est apporter plus de valeur, donc plus de valeur économique, financière, et c'est le pays en fait qui s'enrichit et qui se développe avec l'industrie. Jusqu'à preuve de contraire, depuis 50, 100, 200 ans, c'est l'industrie qui a développé tous les pays sur la Terre. Donc, ce n'est pas avec l'Afrique que ce sera autre chose. Donc, c'est important qu'on se lance dans tout ce qui est volet industriel afin de faire bénéficier des connaissances que toute notre diaspora a pu acquérir à l'étranger
pour développer le continent. Donc, comme je disais, là, c'est un de mes produits phares. C'est une purée de piment. C'est pas le poulet ni les légumes, c'est ça ici. Une purée de piment concentrée, c'est exactement comme vous voyez à l'image. Et c'est un produit vraiment qui n'a rien à envier avec les produits français, anglais ou bien américains. C'est même d'ailleurs un produit qui peut battre la concurrence internationale, surtout sur le sol africain, mais sur le sol européen ou américain. Ce produit peut battre la concurrence étrangère. Donc là maintenant, donc, on va essayer un peu de voir maintenant comment est-ce que la diaspora donc, peut faire pour tirer sa part de gâteau dans toutes ces opportunités qu'on a vues en fonction aussi des enjeux. L'enjeu principal, ou bien l'enjeu primordial, c'est l'augmentation exponentielle de la population en Afrique, qui va aussi avec le pouvoir d'achat, mais pouvoir donc adresser les produits adéquats à ces populations. C'est important que ce soit nous, Africains, qui le fassions pour pouvoir tirer le maximum de profit de ces évolutions sociétales, disons comme ça. Donc, comment donc la diaspora pourra faire pour tirer dans sa part de gâteau? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le, c'est l'industrie qui a développé tous les pays sur la planète, ou bien c'est les pays qui sont dits développés, bien qu'ils sont dits industrialisés. En fait, c'est l'industrie qui a développé ces pays. Et ce n'est pas avec l'Afrique qu'on va faire le contraire. L'avantage qu'on peut avoir, étant les derniers, ou bien le dernier continent à entrer dans l'industrialisation, c'est que on est à mesure de voir, de peser, d'évaluer le pour, le contre, ce qui était bien fait, ce qui était mal fait par les autres. Et maintenant, faire ce qui est bien et aller très vite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le monde de l'Internet et de la digitalisation, on a la possibilité d'aller très rapidement par rapport à ceux qui étaient les premiers peut-être à se lancer dans la révolution industrielle. Donc, c'est vraiment la position de dernier est une position aussi de privilégié parce que non seulement on a la technologie aujourd'hui qui n'était pas là avant, on a donc la possibilité d'aller très vite et d'éviter toutes les erreurs qui ont été effectuées par les autres. Donc, c'est l'industrialisation la clé du développement de l'Afrique. Bon, maintenant, la grande question qui se pose, c'est qu'on va donc se lancer dans quel secteur exactement parmi tout ce qu'on a eu à voir tout à l'heure. Bon, là, j'ai juste pris quelques exemples, mais il y a beaucoup vraiment. C'est vraiment dans tous les domaines, en fait. Il y a tout à faire en Afrique. Donc, partout où on se lance, on aura une forte clientèle. Mais euh, j'essaie de faire une petite analyse ici comparative de différents secteurs qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question où est-ce que dans quel domaine je vais me lancer. Il y a certaines personnes qui ont déjà pris des financements ou bien leur propre épargne, bien des crédits pour construire des immeubles, des maisons, mettre en location ou autres sur le continent. Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses plus intéressantes que ça? Beaucoup se lancent en disant que il n'y a pas de risque que l'immeuble est là. OK, c'est là, mais lorsqu'on investit 100, 200 millions pour construire un immeuble, c'est après 30, 50 ans qu'on a le retour sur qu'on atteint le seuil zéro, qu'on a déjà récupéré son argent, le retour sur investissement et autres. Ce qui signifie que c'est une très bonne chose. C'est un patrimoine aussi qu'on peut léguer. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres activités plus intéressantes, peut-être un peu plus risquées, mais plus intéressantes? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite analyse comparative pour voir quel parmi les différents secteurs peut être plus intéressant en fonction de chacun, bien entendu. Donc, on a le logement, l'industrie habillement, les articles ménagers et le volet alimentation. Donc, ça, c'est un tableau que j'ai conçu moi-même qui permet de dégager un peu, lorsqu'on a plusieurs choix à faire, par exemple ici, habitation, habillement et autres, et plusieurs critères importants les uns que les autres. Alors, ce tableau permet de faire une analyse et dégager un peu, pouvoir faire une sorte de classement entre les différents choix à faire en fonction des différents critères. Donc, ce qu'on a, c'est que on a ici, dans les colonnes, on a les différents choix à faire. Et puis là, on a les critères. Par exemple, quand on parle d'industrialisation, l'industrie, c'est quoi? C'est la matière première, c'est l'énergie, c'est le capital. Et on peut aussi parler un peu du taux de complexité, hmm, du taux de complexité de ce qu'on veut faire, le retour sur investissement. Donc là, c'est un peu les 5 critères que j'ai pris, mais on peut aller au-delà. Donc si on a une dizaine de critères, pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est que pour faire une analyse comme ça, c'est bien si on a un ou deux critères, c'est pas intéressant. Quand on a plusieurs critères, que ça devient intéressant.
Et il faudrait que ce soit des critères qui aient quand même un certain poids. Que déjà, un certain poids, ça veut dire une certaine importance. Bon, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que à chaque critère, on donne un coefficient. Parce qu'on peut avoir plusieurs critères, mais leur importance n'est pas la même. Mhm. Par exemple, l'industrie, la matière première, là, le coefficient, c'est de 1 à 10. La matière première, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, donc c'est coefficient 10. L'énergie aussi, vraiment, sans énergie, on ne peut pas faire d'industrie, coefficient 10 aussi. Le capital, OK, j'ai mis coefficient 8, mais chacun peut vraiment analyser et mettre un peu. Le plus important, c'est de mettre des notations objectives. La complexité, bon, quelque chose peut être complexe, mais ce n'est pas problématique. Même si c'est complexe, il suffit d'avoir les compétences et puis on peut bien le faire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis un coefficient élevé au niveau de la complexité parce qu'on peut trouver des solutions, même à même ce qui est complexe. Donc, coefficient 6. Pour tout sur investissement aussi, coefficient 6. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que parmi nos différents choix possibles, on fait des notes. C'est ça que j'ai mis ici, note de 1 à 10. Donc, on va donc noter en fonction des critères. Donc, pour l'habitation, en parlant des matières premières, est-ce que dans nos pays, bon, maintenant chacun peut faire en fonction d'un pays ou bien de façon générale, est-ce que la matière première est présente, est abondante? Sur 10 points, j'ai mis 7 points parce que bon, il y a quand même plusieurs, c'est des pays qui font le coton et autres. Bon, c'est vrai que le coton n'est pas le coton, il faut encore pouvoir transformer, c'est encore une autre industrie avant de faire maintenant. Bon, oui, c'est vrai que transformer le coton, ça fait partie de l'industrie habillement, mais c'est quand même un autre volet. Ça, c'est vraiment encore une première transformation avant maintenant d'entrer dans le vêtement en lui-même. C'est pour ça que j'ai mis coefficient 7. J'ai mis 7 sur 10. Ah, je parlais de l'habillement, 7 sur 10. Pour l'habitation, la matière première, c'est quoi? C'est le sable, le gravier, le ciment. En termes de ciment, on n'a pas énormément de ciment. C'est vrai qu'il y a certaines grosses industries qui sont en train de se créer. Et bon, quand je parle de ciment, c'est pourquoi? C'est parce on nous habitue avec le ciment. On a aussi la possibilité de faire avec les matériaux locaux, mais ce n'est pas encore très développé. Bref, on a quand même certaines possibilités. C'est pour ça que j'ai aussi mis 7 sur 10. Maintenant, les articles ménagers, au niveau de la matière première, c'est généralement en plastique et autres. Or, si vous regardez toutes les industries qui transforment le plastique sur le continent, on importe les granulés de plastique de Chine, un peu d'ailleurs, d'Occident. C'est pour ça que j'ai mis 5 sur 10. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, la matière première, ce sont les produits de récolte et autres. Or, sur le continent, dans tous les pays, de façon générale, euh, on a vraiment beaucoup d'agriculteurs, on a la matière première. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 10 parce que la matière première est quand même déjà présente. Même si ce n'est pas en quantité énorme, mais il y a quand même déjà de quoi se lancer. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 10. On aurait pu mettre 9 sur 10 ou bien 8 sur 10, vraiment. Chacun apprécie comme un peu en fonction aussi du pays où il aimerait lancer son activité. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. On ne va pas faire tout, mais on va prendre un dernier. On va prendre le cas de la complexité. Je prends au hasard comme ça. L'habitation, complexité, euh, quand c'est plus c'est complexe, plus le nombre de points est bas. Plus c'est facile, plus le nombre de points est élevé. J'ai mis 5 sur 10, pourquoi? Parce que pour résoudre le problème de l'habitation en Afrique, ce n'est pas avec des petites cases c'est pas avec des petites cases de 20 ou 30 mètres carrés. C'est vraiment, on a besoin d'optimiser les surfaces, peut-être construire en hauteur. Bref, c'est plus complexe que ça. Donc, ce n'est pas ce n'est pas avec des choses très, très simples qu'on pourra résoudre ce problème d'habitation. C'est pour ça que j'ai quand même mis 7 sur 10. 7 sur 10 parce que c'est faisable, c'est pas aussi compliqué que ça, mais c'est quand même faisable. L'habillement, la complexité, c'est pas vraiment très complexe. Lorsqu'on a déjà transformé le coton en tissu, alors on peut faire tout le reste. Donc j'ai mis 8 sur 10. Les articles ménagers, bon, là, c'est beaucoup plus complexe. C'est le produit le plus complexe qu'on a en fait. Pour quitter déjà, pour fabriquer tout cela, ça demande une technologie, ça demande une technologie qui n'est pas forcément disponible ou bien accessible à tous. L'alimentation, faire la transformation des produits alimentaires, ce n'est pas du tout complexe. C'est vraiment simple. C'est facile à faire. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 10. Donc, lorsqu'on fait comme ça et puis on évalue tout, on fait la somme de tous ces points qu'on a obtenus. Bon, ici maintenant, lorsqu'on a mis la note, on multiplie par le coefficient. On va voir qu'ici, matière première, c'est le coefficient 10. Donc, la note 7 sur 10 fois le coefficient 10, ça fait 70. On fait ça partout. Et à la fin, maintenant, on somme les points.
On voit donc que, en fonction de tous ces différents points où on pourrait se lancer, on voit que l'alimentation vient avec 358 points, suivi de l'habillement avec 278 points. Après, on a l'habitation, 272 points. Et à la fin, on a les articles ménagers, 222 points. Ça signifie que quoi? Ça signifie que là, c'est le domaine dans lequel on a plus de possibilités de se lancer. C'est vrai qu'on aurait aussi pu mettre le marché ici. Le marché, bon, c'est vrai que le marché est là pour tous ces produits. Ça aurait, mais on aurait peut-être eu les mêmes points partout. Bon, quand on a les mêmes points partout, ça ne fait pas une différenciation ici. Donc, en gros, ça signifie que le secteur où vous avez le plus de chances de réussir, où il y a une plus grande demande, c'est dans l'alimentation, suivi de ces autres-là. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas se lancer dans l'habillement ou bien dans ces articles ménagers, mais ça montre juste les secteurs les plus porteurs ou bien les plus demandés. Et bien entendu, comme j'ai dit, je répète encore, ça ne signifie pas qu'ailleurs, c'est pas bon. Donc, en se parlant dans tout ce qui est secteur alimentaire, a un avantage par rapport aux autres domaines. Donc, c'est un peu la conclusion de ce tableau. Et comme le secteur de l'alimentation a un avantage a un avantage par rapport aux autres, dans la suite de la présentation, je vais un peu m'appuyer plus sur tout ce qui est alimentation. Donc maintenant, comment on se lancer? On a plusieurs. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais vraiment aller de façon sur les grandes lignes, quoi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de poser vos questions. Posez vos questions, vous pouvez commenter, mettez vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions tout à l'heure. Ne vous posez pas de, n'ayez pas de soucis par rapport à cela. Posez toutes vos questions, je vais répondre. Donc, comment on se lancer? Euh, on a parlé de volet alimentation. Dans l'alimentation, on a plusieurs domaines d'activité, plusieurs branches. On a l'agriculture, on a l'agro-industrie et on a la distribution. Bon, dans l'agriculture, vous allez remarquer que depuis à peu près 5 ans, 10 ans par là, vous allez remarquer que, et n'oublions pas qu'on parlait beaucoup plus de la diaspora africaine, mais ça concerne un peu tous les Africains, tout le monde a fait le mais. Là, ça est juste un peu mis sur la diaspora. Ça ne signifie pas que les personnes qui sont sur le continent ne sont pas concernées par ce qu'on fait ici. Donc, vous allez remarquer que depuis 5 à 10 ans par là, on a un engouement de la diaspora vers tout ce qui est agriculture, plantation et autres. Le problème qui se pose, c'est que euh, euh, pour ceux qui ont eu une expérience dans le volet agricole, moi j'ai eu une expérience, une bonne expérience dans ce qui est agriculture et autres. Ceux qui ont déjà eu aussi à se lancer là-dedans, ils vont savoir que dans l'agriculture, on a plusieurs défis à relever sur le continent. Mais après avoir tant bien que mal relevé les défis, quand je parle de défis, c'est quoi? C'est les pistes, c'est la disponibilité, c'est le problème foncier, disponibilité des terres arables, c'est les pistes rurales pour pouvoir entrer et sortir de la plantation. C'est le problème des semences, c'est le problème de la formation du personnel. C'est, c'est un peu ce sont ça les problèmes en fait qu'on rencontre le plus dans l'agriculture. Mais le problème, comment dire, un problème majeur, un problème majeur de l'agriculture, c'est la commercialisation de ces récoltes-là. Et lorsqu'on dit commercialisation de ces récoltes-là, il faut prendre ça avec les pincettes parce que vous allez remarquer que dans beaucoup de nos pays, on va dire qu'OK, on a une pénurie de maïs de 300 000 tonnes, de 500 000 tonnes. Le pays a besoin de 1 million 500 000 tonnes, mais on produit seulement peut-être 600 000 tonnes. Et ceci est à pénurie. Et vous allez aller vous lancer là-dedans, mais au final, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc, il faut prendre toutes ces statistiques qu'on met souvent là sur la table ou bien qu'on présente souvent avec les pincettes parce que le problème n'est pas forcément la pénurie, mais le problème, c'est à quel prix est-ce qu'on est prêt à acheter. Parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a pénurie de 500 000 tonnes, par exemple, ça ne signifie pas que si vous avez 500 000 tonnes, on va acheter. Le problème, c'est que à quel prix est-ce que ceux qui ont besoin sont prêts à acheter? Parce que en vente lancée, tu vas fixer tes prix en fonction de tes coûts de production. Or, de l'autre côté, ils vont vouloir acheter à un certain prix qui très souvent n'est pas le prix, qui très souvent est un peu plus bas ou bien qui est beaucoup plus bas que ton prix, que ton coût de revient, ton prix que tu proposes. Ce qui fait qu'il y aura pénurie
il y aura les produits, il y aura pénurie, mais tu ne pourras pas vendre. Donc, le problème numéro un le problème, un des plus gros problèmes de l'agriculture, ou bien de tous ceux de la gestion qui partent se lancer dans la transformation, dans l'agriculture en Afrique, c'est la commercialisation de leurs produits. Or, l'agro-industrie, qui est la transformation des produits agricoles, si vous discutez avec ceux qui sont aussi lancés dans l'agro-industrie, comme je vous ai montré mon produit tout à l'heure, le piment et autres, donc moi aussi, je suis aussi dans le secteur de l'agro-industrie. Si vous discutez avec ces personnes qui sont là dans ce secteur, elles vont vous dire que euh, il y a plusieurs problèmes aussi. Comme on a vu dans l'agriculture, on a déjà cité quelques problèmes. Le problème qui avait beaucoup plus d'ampleur, c'était la commercialisation de ces produits agricoles. Donc, dans l'agro-industrie, il y a aussi plusieurs problèmes. Par exemple, l'énergie, le personnel bien formé, le personnel professionnel, un peu d'écoulement. Mais le problème numéro un dans l'agro-industrie, c'est l'approvisionnement en matières premières. Hmm. Et quand je dis approvisionnement en matières premières, ça signifie que l'agro-industrie aime la stabilité. L'agro-industrie n'aime pas trop de mouvements dans les chiffres, dans les coûts. Ça signifie que quoi? Ça signifie qu'un agro-industriel est content lorsqu'il a un prix plus ou moins constant sur toute l'année. Donc, c'est-à-dire les variations sont très minimes sur toute l'année. Or, l'agriculteur qui se lance ici, quand il part vendre sur le marché, les prix aussi, il y a pas en fait, les prix varient du jour au lendemain. Ça peut se vendre aujourd'hui à 2 000, demain ça se vend à 10 000, après demain ça se vend à 3 500. Bref, il n'y a pas de stabilité au niveau des prix de vente dans le marché. Or, l'agro-industriel, lui, il a besoin des prix stables. Donc, le problème numéro un de l'agro-industriel, c'est avoir la matière première de qualité en quantité à un prix plus ou moins stable tout le long de l'année. Donc, vous voyez donc que la question, c'est comment se lancer. La réponse, c'est lancez-vous pas en, comment dire, parce que je ne suis pas, je suis un peu, je ne suis pas, comment dire cela, pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas sûr que de faire des associations, se lancer en groupe et qu'on cultive, on transforme, on fait tout en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit optimal. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir faire des choses en groupe, avant de pouvoir faire des choses en commun, il y a plusieurs critères, il faut atteindre un certain niveau d'expérience et de compétence dans l'activité avant de pouvoir faire ensemble. C'est-à-dire que quoi? Deux personnes qui parlent le même langage pourront parler se comprendre. Si les deux personnes ne parlent pas le même langage, les personnes ne pourront pas communiquer. Donc, c'est important que ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, se spécialiser dans l'agriculture, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, se spécialiser dans l'agro-industrie, mais ensemble déjà, ils font déjà une sorte de partenariat ou bien de contrat d'approvisionnement. Là, le problème le problème celui de l'agriculture, qui est de commercialiser ses produits, va résoudre le problème de l'agro-industriel, qui est l'approvisionnement en matière première. Donc, les deux se lancent dans leur secteur d'activité avec une sorte de contrat d'approvisionnement entre les deux. Ça fait que celui qui est dans l'agriculture n'a plus de problème. Bon, pas qu'il n'a plus de problème, mais son problème majeur de la commercialisation de ses produits est résolu. Celui qui se lance dans la transformation, son problème majeur de l'approvisionnement en matière première est résolu et il transforme pour la commercialisation. Et si on fait un peu, si on était un peu la chaîne de valeur, on arrive à la commercialisation. Donc, ce que je peux aussi dire à ceux qui veulent se lancer dans le volet alimentation, c'est que vous pouvez aussi vous lancer dans les chaînes de supérettes. Je dis bien chaîne de supérettes, pas de supermarché. Parce que c'est important quand un enfant veut commencer, un enfant ne se lève pas, il commence à courir. Il rampe, il se lève, il marche, il trébuche, il tombe, après il marche bien, après il court. Donc on ne va pas se lever comme ça et du néant vouloir faire des supermarchés. Mais en même temps, on ne va pas vouloir aller faire les mêmes boutiques qui se font depuis 50 ans ou bien 100 ans dans nos pays africains. Donc la supérette est à mi-chemin entre la boutique que vous connaissez depuis 50 ans et le supermarché que vous connaissez aussi. Donc la supérette est à mi-chemin, ça veut dire que quoi? Surface un peu plus grande que les boutiques mais avec un rangement de produits bien propre comme dans un supermarché. C'est un peu ça les supérettes. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est des chaînes, bon, peut-être se lancer avec une, deux, trois, mais l'idée, c'est d'avoir une chaîne de supérettes. Peut-être que peut-être dans une ville, grande ou petite, que vous ayez
3, 4, 5, 10 supérettes dans cette ville, par exemple. Je pense, c'est juste un exemple. Et comment faire? Il faut avoir un bon branding. Donc, c'est exactement un peu comme un supermarché, qui a le même supermarché dans plusieurs points dans une ville. Mais vous faites ça plutôt à des échelles réduites en termes de supérettes. Lorsque vous allez maîtriser la supérette, après 10, après 5, 10, 15, 20 ans, vous pouvez maintenant passer au supermarché. Mais sinon, une chaîne de supérettes, ça veut dire plusieurs dans la même ville, par exemple. Pourquoi? Parce qu'au niveau des coûts, vous pouvez vous en sortir mieux qu'en voulant vous lancer dans le supermarché. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est que, pareillement que l'agro-industriel s'est entendu avec celui qui fait de l'agriculture pour résoudre leurs problèmes entre eux, vous allez aussi pouvoir vous lancer dans les chaînes de supérettes en ayant peut-être 80%, je ne sais pas, de produits fabriqués localement, mais de produits africains. Mhm. Donc, comment se lancer? C'est de se lancer de façon stratégique et non dire que, OK, je vais aller faire l'agriculture comme beaucoup de gens font, et puis ils partent faire, et puis ils ne parviennent pas à commercialiser. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de commercialiser. Il y a beaucoup de techniques de vente avant le produit, des choses comme ça, mais sur le terrain, c'est un peu, c'est autre chose. Le plus intéressant, c'est de se lancer dans tous ces secteurs d'activité, peut-être de se spécialiser, mais de communiquer entre soi, de sorte que chaque branche communique avec les autres. Et là, le problème de l'un est la solution de l'autre. Et c'est comme ça donc on a des agriculteurs grands, forts, puissants. On a des agro-industriels grands, forts, puissants. Et on a des distributeurs grands, forts, puissants. Et puis maintenant, plus tard, on verra comment faire encore des synergies entre eux. Donc, c'est pour ça que je disais au début que faire des synergies, c'est comme on dit, l'union fait la force. L'union fait la force, c'est l'union des personnes qui ont déjà accompli quelque chose qui pourra faire la force. Donc, c'est l'expérience que j'ai me montre que euh, avant de faire l'union, il faudrait que ce soit des individualités qui ont déjà une certaine expérience avant que cette union puisse être productive. Il y a aussi d'autres concepts qui disent que on fait tout en même temps, c'est-à-dire on cultive, on transforme, on commercialise. Ça aussi, je ne suis pas je peux pas conseiller ça, je ne suis pas un grand fan de cela. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs d'activité qui demandent énormément de travail, énormément d'organisation et de gestion. Et le mode de gestion d'une exploitation agricole est totalement différent du mode de gestion d'une agro-industrie. Et c'est aussi totalement différent du mode de gestion de la distribution. Vouloir faire tout en même temps, ça peut faire qu'on se met les pédales facilement. Donc, euh, se lancer d'abord branche par branche et puis communiquer, c'est la même façon de débuter. Et puis avec le temps, pourquoi pas plus tard voir comment maintenant accentuer la collaboration et peut-être pourquoi pas faire des gros groupes plus tard. Mais pour le début, spécialité par spécialité, communiquer entre eux, être le fournisseur de l'autre et résoudre les problèmes de chacun et des autres. Et ça peut être vraiment une bonne façon de se lancer. Donc, ceux de la diaspora qui courent chaque fois pour faire l'agriculture et autres, intéressez-vous aussi à l'agro-industrie parce que là aussi, on a un grand potentiel. C'est avec l'agro-industrie qu'on va pouvoir approvisionner nos supermarchés ou bien les supermarchés qu'on pourra créer, ou bien les supermarchés existants, ou même si c'est un supermarché étranger, avec l'agro-industrie dans la transformation de ces produits agricoles-là. Donc, ne vous lancez pas uniquement dans l'agriculture. C'est important que beaucoup se lancent aussi dans l'agro-industrie parce que c'est là qu'on apporte la valeur. On crée de la valeur ajoutée aux produits agricoles et on les envoie donc dans ces points de distribution ou de commercialisation de ces produits. Donc, l'agro-industrie, c'est une opportunité en or. Lancez-vous massivement dans l'agro-industrie, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles. Donc, comment se lancer? Je vous ai présenté un modèle ici, se lancer dans tous ces différents secteurs d'activité et avoir des canaux de communication entre les uns et les autres pour pouvoir s'entraider et répondre à nos problèmes en prenant la solution sur l'autre. Donc, c'est une première façon de se lancer. Mais comme je dis, l'agro-industrie, c'est vraiment le cœur de l'activité. La transformation des produits agricoles, c'est le cœur de l'activité. Et c'est l'endroit qui crée aussi beaucoup d'emplois, comment dire, de qualité.
dans l'industrie. Aussi bien dans les pays industrialisés, dans les pays développés que dans nos pays en Afrique. L'employé dans une industrie est, s'en sort mieux que dans les différents autres secteurs. Hein. Que celui qui est dans l'agriculture, ou bien que celui qui est dans la commercialisation des super ou bien ailleurs. L'industrie, c'est l'industrie qui crée le développement, c'est l'industrie qui crée le développement, qui crée la valeur ajoutée. Ça a été toujours comme ça. Et même pour l'Afrique, ce sera comme ça. Je ne crois pas qu'on va inventer quelque chose de nouveau du jour au lendemain comme ça. Et puis, ça va commencer à fonctionner en Afrique sans l'industrie. Maintenant, je vais aussi parler de comment se lancer, une deuxième façon de se lancer. Et là, ça devient encore plus intéressant, particulièrement pour la diaspora. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi trois méthodes. Une première méthode, l'investissement à distance. Une deuxième méthode, rentrer, entreprendre localement. Et une troisième méthode, avoir un pied de part et d'autre sur le continent et dans les pays d'accueil. L'investissement à distance, il faut maintenant savoir comment et dans quoi. Je n'ai pas dit de l'entrepreneuriat à distance, j'ai parlé de l'investissement à distance. Donc, la première méthode, c'est l'investissement, ça veut dire mettre le capital et puis attendre que les entrepreneurs locaux font leur travail et redistribuent les dividendes. C'est en fait une activité comme ça se passe partout ailleurs. Donc, mettre, acheter des parts, prendre des parts dans des sociétés autres, devenir une sorte de business angel pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent sur le continent. Et on va parler entre trop dans les détails, mais beaucoup de jeunes en Afrique ont besoin parfois des montants pas forcément élevés pour se lancer dans leurs activités et avoir un certain résultat. Mais la difficulté parfois, c'est la sécurité de l'investissement. Est-ce que en investissant, je suis sûr, bon, c'est pas que je suis sûr de récupérer mon argent, mais est-ce que je suis sûr que je ne serai pas floué? Parce que l'investissement, quand on investit dans une société, la société peut bien marcher comme ça peut rater. Si ça rate, on a perdu, c'est pas un problème en fait, le fait de rater et de perdre. Mais ça devient problématique si ça marche bien, mais euh, la quote-part de ton investissement, c'est là que tu ne reçois pas. C'est là que ça devient problématique en fait. Donc maintenant, dans nos pays en Afrique, il y a des pays qui ont des niveaux de sécurisation de l'investissement plus élevés que d'autres. Donc, si vous voulez peut-être être, je prends l'exemple de quelqu'un de la diaspora, il travaille depuis 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a une capacité financière, avec son salaire, il peut investir dans des petites sociétés ou bien des grandes, ou bien avec des épargnes pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, il peut avoir des gros montants, puis il peut investir. Dans ce cas, si vous êtes dans des pays où il y a une sécurité quand même de l'investissement, où l'investisseur est protégé, oui, un pays qui a déjà une bonne culture de l'investissement, alors vous pouvez vous lancer dans ces pays-là avec des montants plus ou moins intéressants. Ça ne signifie pas que les pays qui n'ont pas encore une grande culture de l'investissement, vous allez abandonner totalement. Non, mais vous pouvez le faire plutôt avec des petits montants. Je prends un exemple vraiment en l'air comme ça. Supposons que vous avez 10 000 euros à investir. Si vous arrivez et vous êtes dans un pays qui a une bonne culture de l'investissement, où le volet business est déjà le commun des mortels et où les gouvernements s'intéressent plus à l'investissement étranger ou bien l'investissement de façon générale dans le pays. Alors, avec vos 10 000, vous pouvez investir peut-être dans deux projets, 5 000, 5 000. Je prends juste un exemple avec des chiffres pour montrer des exemples. Ça peut être 10 000 ou bien ça peut être 50 000 ou bien 100 000 euros. Donc, vraiment, c'est juste un exemple. Donc, si vous êtes dans un pays donc, où l'investissement est déjà entré dans les mentalités de, au moins c'est de la gouvernance, l'investisseur est protégé autre, vous pouvez aller avec les gros montants. Mais si vous êtes peut-être dans des pays où ce n'est pas encore vraiment ça, alors vos 10 000, vous pouvez les diviser en 10 et vous investissez dans 10 projets différents. Donc, si il y a une bonne sécurité de l'investisseur et de son argent, alors vous pouvez aller avec des gros montants. Si ce n'est pas le cas, vous partez avec plusieurs petits montants. Et puis, sur les 10 investissements, par exemple, si on prend les 10 000 et qu'on fait 10 000, ça fait 1 000, 1 000, 1000 fois 10 fois, ça fait 1 000 10 fois. Sur ces 10, s'il y a 3 ou 4 qui marchent bien, c'est un très bon résultat. Ça fait que, comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Surtout que c'est risqué, puisque lorsque l'investisseur ou le capital n'est pas très bien protégé, ça fait que le risque est élevé. Donc, quand le risque est élevé, on va avec les petits montants. Lorsque le risque est quand même un peu contenu, alors on peut aller avec des montants plus importants. Donc, c'est une bonne possibilité d'investir à distance. Et comme j'ai dit, dans tous nos pays en Afrique,
il y a beaucoup de jeunes start-upers ou bien des entreprises qui ont déjà établi PME qui ont besoin de financement. Donc, si vous les cherchez bien, vous allez les retrouver. C'est aussi une manière de contribuer sans forcément rentrer. C'est pas que tout le monde doit rentrer, mais c'est une bonne manière d'avoir un impact sur le développement du continent en investissant. Ça peut être dans l'investissement ou dans l'agro-industrie, comme on a vu tout à l'heure. Donc, quand je dis qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire depuis ici, ce tableau-ci, bien celui-ci. Donc, vous pouvez donc vous spécialiser dans l'investissement agro-industriel, c'est-à-dire investir dans des sociétés qui font la transformation de produits agricoles. C'est une bonne opportunité sur l'Afrique. Et autre chose, c'est que dans plusieurs de nos pays africains, sur 10 projets que vous allez voir sur la toile un peu partout, il y a des fortes chances que vous ayez au moins 5 qui sont dans le volet agro-industriel, donc transformation de produits agricoles. Ça signifie que c'est important pour vous d'avoir une bonne compétence dans l'agro-industrie avant d'investir. Parce que vous savez que on dit toujours, avant d'investir dans un domaine, il faut avoir une bonne connaissance. C'est pas qu'il faut être un expert là-dedans, mais avoir des bonnes connaissances de base au moins avant d'investir là-dedans. Donc, et dans des bonnes connaissances dans l'agro-industrie, dans la transformation de produits agricoles, alors vous êtes sûr que vous n'allez pas manquer ou investir votre argent dans ce domaine-là sur le continent. Le deuxième volet maintenant, c'est rentrer à entreprendre sur place. Pourquoi? Parce que euh, si vous visez, si vous, ça c'est pour ceux qui aimeraient rentrer. Comme j'ai dit, quand on parlait du dilemme, parce que tout ce que j'ai pensé depuis est lié en fait, hein. Donc, quand on parlait du dilemme, on avait vu que quoi? On a vu qu'il y a certains qui ne sont plus très heureux forcément, que ce soit pour eux, pour leurs enfants, même pour leur famille, de la vie en Occident, qui trouvent qu'il y aura des meilleures opportunités sur le continent, meilleure éducation sur le continent, et puis qui parfois se posent la question dans quel domaine investir, dans quel domaine entreprendre, puisque beaucoup n'aimeraient pas rentrer et être employés, beaucoup aimeraient rentrer et se déployer eux-mêmes, pardon, entre l'entrepreneuriat. Donc, rentrez et faites l'entrepreneuriat dans le volet agro-industriel, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles. C'est un domaine avec des bonnes opportunités, avec la population grandissante et tout, comme on a vu tout à l'heure. C'est vraiment un boulevard qui est ouvert à nous. Donc, rentrer entreprendre dans ce domaine est très porteur, surtout que on vise le pays et aussi la sous-région, ou bien pourquoi pas toute l'Afrique, parce que il y a la zone de libre-échange africaine qui est en train de se mettre en place progressivement et d'ici 5 à 10 ans, ce sera déjà une réalité. Donc, se lancer maintenant, maîtriser l'activité, maîtriser les rouages de l'approvisionnement, la matière première et tout, la transformation en elle-même. Et d'ici 5 ans, quand on aura une bonne expérience, voire 10 ans, quand on sera déjà un industriel confirmé, alors on pourra maintenant s'étendre sur toute la sous-région, sur tout le continent. Donc, ça, c'est une bonne opportunité pour ceux qui trouvent qu'ils aimeraient vraiment rentrer et qui se disent, je vais investir dans quel domaine, je vais entreprendre dans quel domaine. Alors, lancez-vous dans l'agro-industrie, dans la transformation des produits agricoles. Vous êtes sûr que vous avez touché euh, la bonne cible. Bon, maintenant, le troisième volet ici, je suis en train d'essayer d'aller un peu rapidement. Le troisième volet ici, c'est pour ceux qui, pour une raison ou une autre, parce que euh, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien rentrer sur le continent, mais pour plusieurs raisons, n'ont pas la possibilité. Et il y a aussi certains qui ne vont, que c'est ceux qui ne vont jamais rentrer. Quand je parle de rentrer, ça veut dire définitivement. Il y a certains que c'est ceux qui ne vont jamais rentrer. Et le fait de ne pas rentrer n'est pas un problème, c'est pas mal vu. C'est pas qu'il faut voir ça de façon péjorative ou autre. Non. Pour des raisons ou d'autres, c'est même pas bien que tout le monde rentre. C'est important que certains restent pour pouvoir continuer à créer ce pont entre les deux, entre euh, l'étranger et le continent. Donc, ceux qui ne peuvent pas rentrer, là, je vous donne une possibilité pour avoir un pied des deux côtés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous vous lancez dans l'agro-industrie, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, la transformation des produits agricoles. Donc, vous créez votre société de transformation de produits agricoles sur le continent, mais vous ne faites pas la commercialisation là-bas. Vous, bon, vu du continent, vous exportez, ou bien vu de votre pays, vous importez toute votre production dans votre pays où vous êtes et vous trouvez des réseaux de commercialisation dans vos pays ou bien continents où vous êtes. Donc, c'est ça que je dis, avoir un pied des deux côtés. Donc, toujours dans l'agro-industrie, donc, transformation de produits agricoles, vous créez votre usine en Afrique, les produits sont transformés et vous prenez toute la production dans le pays où vous êtes et vous commercialisez là-bas. Pourquoi? C'est quelque chose qui marche, qui marche bien. Tout simplement parce que
euh, euh, la difficulté majeure, c'est lorsqu'on veut produire et commercialiser tout sur place. Parce que le volet commercial sur place sur le continent demande une très grosse organisation, des grandes charges de gestion, un personnel important. Et c'est là que lorsqu'on n'est pas là sur place, c'est impossible. Vraiment, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas sur place, ne faites pas une société qui va vous commercialiser localement et faire toutes les activités localement. C'est pour ça que ceux qui veulent rentrer entreprendre, OK, ils peuvent rentrer et le faire. Mais si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas rentrer, vous pouvez faire l'investissement comme on a vu là. Ou bien si vous voulez vraiment vous lancer vous-même dans l'agro-industrie, alors créez votre usine sur le continent, on transforme les produits, mais vous prenez toute la production. Pourquoi? Parce que superviser une unité de production un peu à distance, bon, quand je dis ça, ça veut dire que ça ne signifie pas que totalement sans jamais aller sur place, mais aller de temps en temps, une fois par trimestre ou bien par mois et autres, ça dépend. C'est faisable parce qu'une unité de production ne demande pas, c'est encore, on commence à petite échelle. À petite échelle, ça demande 5 personnes, 10 personnes maximum. Et si vous avez un bon responsable de production avec deux bons éléments avec lui, c'est suffisant déjà pour bien superviser la production et tout cela. Généralement, on se fait arnaquer lorsque on touche l'argent, c'est-à-dire c'est au niveau de la commercialisation de la vente. C'est là que généralement on se fait arnaquer lorsqu'on n'est pas présent personnellement. Mais pour tout ce qui est l'activité de transformation et autres, lorsqu'on a une bonne connaissance, on met des bonnes pratiques, on met un système, un bon système en place, alors c'est encore gérable sans beaucoup de soucis. L'essentiel, c'est de prendre toute la production et puis soit importer ça dans votre pays, soit exporter ça directement dans notre pays. Et là, vous limitez les dégâts. Parce que, comme je dit, les dégâts, c'est lorsqu'on veut faire toutes les opérations de commercialisation sur place et qu'on n'est pas là soi-même. N'oubliez pas que j'ai dit ici, dans ce cas, que c'est pour ceux qui veulent avoir un pied sur le continent et maintenir leur pied dans les pays où ils sont. Donc, avec cette méthode, c'est bien faisable. Produire, avoir une seule production avec une petite équipe, 5, 3, 5, 10 personnes qui font uniquement la production, la transformation des produits, je parle de la transformation de ces produits-là, vous exportez, bien vous importez toute la production et vous avez votre propre réseau de commercialisation. Ça peut être par e-commerce, ça peut être en identifiant des grossistes qui vont prendre vos produits, ça peut être en allant voir des chaînes de restauration ou bien des chaînes de supermarchés et autres. Donc, ça fait que c'est une activité que vous pouvez aussi faire parallèlement encore au début, parallèlement avec votre métier normal et puis peut-être plus tard passer complètement là-dessus. Donc, voilà donc trois méthodes encore par lesquelles vous pouvez vous lancer. Et ce sont des méthodes où on essaie où le risque est vraiment limité. Le risque est limité, comme par exemple pour l'investissement, on commence à avoir avec des petits montants et puis progressivement on injecte plus. Ou bien en allant un pied là-bas et un pied ici, ça fait un pied sur le continent et un pied en diaspora, à l'étranger. Ça permet de ne pas faire l'activité risquée, l'activité commerciale qui est risquée là-bas, mais plutôt prendre tout cela sur vous et puis trouver des moyens, des réseaux de commercialisation. Ou bien étudier son projet, lancer et puis rentrer sur place pour le développer. Donc, voilà donc trois méthodes, bien trois secteurs, bien trois oui, méthodes par lesquelles vous pouvez vous lancer. Comme la question, c'est comment se lancer. Mais comme j'ai dit, dans l'agro-industrie, la transformation des produits agricoles, c'est ça qui apporte la valeur aux produits agricoles. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, pourquoi? Parce que vous allez peut-être vous dire que c'est bien de cultiver aussi en masse, en grande quantité pour pouvoir transformer. En fait, nos agriculteurs actuels sont en mesure de produire des grandes quantités. Leur problème, c'est, comme j'ai dit, la commercialisation. Si vous mettez une usine dans un village ou n'importe où, et vous dites à tous les agriculteurs environnants que apportez-moi la matière première, vous allez voir que ça va créer de l'engouement, et puis ils vont cultiver en quantité, puis venir vous livrer. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opportunités pour eux de commercialisation fiable. Donc, ce n'est pas que vous devez forcément vous lancer vous-même dans l'agriculture. Si vous aimez, pourquoi pas. Mais si vous mettez une usine là, quand je parle d'usine aussi, c'est pas forcément, je pense qu'on va voir ça tout à l'heure à la prochaine page, c'est de mettre une unité de production, la matière première va venir. Et la matière première va venir, c'est que, comme j'ai d'abord dit tout à l'heure, le problème de matière première, en fait, il faut voir ça avec nuance. C'est que ça prend du temps pour créer des ramifications avec les agriculteurs actuels. Hein. Ça prend du temps pour vraiment maîtriser avec qui vous allez travailler ensemble.
C'est pourquoi je dis que ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, ok, lancez-vous et prenez des contacts avec ceux qui veulent se lancer dans l'agro-industrie pour que vous travaillez déjà ensemble. Mais pour le début, vous pouvez déjà vous lancer et travailler avec des agriculteurs locaux. Et d'ici 1, 2, 3 ans que vos besoins en matière vont évoluer, vous aurez déjà l'autre vos partenaires agricoles, peut-être de la diaspora qui vont venir se lancer en grande quantité aussi. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous présenter sur comment se lancer. Et je suis en train d'organiser un challenge de 5 jours du 3 au 7 juillet. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Ça aura lieu de 21 h à 22 h, ça c'est l'heure de Paris. Et le thème c'est agro-industrie en Afrique, potentiel, opportunité, comment se lancer. Donc, tout à l'heure, on a parlé de comment se lancer. Donc, vous comprenez que ici, on va aller encore un peu plus dans les détails. L'idée, c'est quoi? C'est de toujours faire comment dire, la promotion de l'agro-industrie sur le continent, de la transformation des produits agricoles. Donc, ce challenge 5 jours aura lieu du 3 au 7 juillet. Pour vous inscrire, je vais mettre le lien. Bon là, c'est le lien. Bon, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais le lien est mis en titre ou bien aussi en commentaire du live de l'application. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien pour vous enregistrer. Uniquement les personnes enregistrées pourront participer au challenge. Et comme j'ai dit, c'est gratuit, on ne paie rien. Donc, dans ce challenge, donc, pendant ces 5 jours, c'est 1 heure de temps par jour. 1 heure de temps par jour, pendant 5 jours. Je vais essayer de prendre vraiment le temps de vous présenter de façon détaillée quels sont les potentiels de l'agro-industrie. C'est vrai qu'on a un peu parlé de ça maintenant, mais pour aller de façon plus détaillée, quels sont les potentiels? Comment est-ce que vous pouvez vous lancer à moins de coûts? Parce que j'ai développé des concepts qui permettent de se lancer à moins de coûts, à coût réduit, en ayant des produits de qualité, à mesure de faire la compétition un peu partout sur le monde. Comme mon produit que je vous ai montré tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'être un multimilliardaire avant de vous lancer. De nos jours, vraiment, il y a des méthodes pour se lancer à coût réduit. C'est justement ce que je vais vous présenter dans ce challenge. Et vous montrer aussi que l'agro-industrie, moi, ma formation de base n'est pas dans la transformation de produits agricoles, mais aujourd'hui, je suis à mesure de faire presque tous les produits. C'est pour vous dire que quoi? C'est juste pour vous dire que dans le challenge, je vais vous montrer donc comment faire pour se lancer. Parce que j'ai développé des concepts qui permettent, peu importe votre formation, votre expérience professionnelle et autres, vous serez à mesure de comprendre les processus et de faire déjà des ébauches de lancement, de réfléchir, d'avoir des idées concrètes sur comment faire pour vous lancer. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le potentiel est énorme. C'est tout un boulevard qu'on a sur le continent. Et c'est important que ce soit nous, Africains, qui saisissons ces opportunités et non les laisser aux autres, c'est-à-dire aux Indiens, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, aux Chinois, aux Européens ou aux Américains. C'est à nous, Africains, de construire l'Afrique. C'est à nous de saisir ces opportunités. Et les opportunités sont immenses avec la population qui va passer à 2,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire un quart de la population d'ici 2050. Une classe sociale, une classe moyenne grandissante et des opportunités à tout bout de rue. Et pourquoi les laisser aux autres? Donc, je vous invite fortement à vous inscrire et à participer à ce challenge. Comme j'ai dit, c'est gratuit. Vous cliquez, vous vous enregistrez et puis je vais vous envoyer un mail avec toutes les informations sur le challenge. Donc, essayez de le faire assez tôt parce que le nombre de places est réduit parce que c'est difficile de faire ça lorsqu'on est très nombreux. Donc, lorsque le nombre sera atteint, vous allez cliquer et puis ce sera déjà fermé. Donc, essayez de vous enregistrer rapidement pour garantir votre place. Et regardez, mettez vraiment sur votre calendrier, prenez ces 5 jours sur le calendrier, c'est de lundi 3 à vendredi 7 juillet, de 21 h à 22 h, parce que je mets un peu tard comme ça pour me rassurer que ceux qui ont d'autres occupations, peut-être la famille, les enfants et tout, que tout soit déjà calme à la maison afin que vous puissiez être concentré à fond pendant 5 jours et 1 heure par jour pour ce challenge qui va vous apporter énormément. Je suis sûr qu'au sortir de ce challenge de 5 jours, vous aurez une autre vision de tout ce qui est agro-industrie, de tout ce qui est produit alimentaire. Lorsque vous allez entrer dans un supermarché, vous n'allez pas entrer comme vous entrez aujourd'hui parce que quand vous entrez aujourd'hui, vous pouvez prendre ce que vous avez besoin pour entrer. Mais après ce challenge, quand vous allez entrer dans un supermarché, vous allez voir l'argent partout parce que tous les produits que vous allez voir, vous allez commencer à réfléchir que, hey, il faut que je lance ça, il faut que je fasse tel produit, il faut que je fasse tel autre produit. Donc, vraiment, inscrivez-vous à ce challenge, c'est gratuit. Et j'ai hâte de vous rencontrer du lundi 3 au vendredi 7 juillet. Donc, vous avez le temps de vous inscrire et disons, à très bientôt donc à ce challenge de 5 jours pour vous montrer tout
sur l'agro-industrie en Afrique, c'est-à-dire le potentiel, les opportunités et comment vous lancer. Et là, on va maintenant aller en détail. Ce ne sera pas la petite présentation de quelques pages que j'ai montées tout à l'heure pour la question comment se lancer, mais on va aller vraiment en détail sur tout ce qui est agro-industrie, c'est-à-dire, ou bien, c'est-à-dire donc, création de votre société de transformation de produits agricoles. C'est un peu de ça qui sera question dans ce challenge de 5 jours. À très bientôt donc au challenge et bienvenue. N'hésitez pas à vous inscrire.